Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des extraits, oui, des mémoires de Liliane Dallet, à travers ses mémoires personnelles. Oui, un récit qui nous emmène des années 30 dans les cités minières de l'Est jusqu'aux années 90 en Guyane. Et tout ça avec une longue carrière au milieu, au PTT. Exactement. Les postes, télégraphes et téléphones de l'époque, c'est vraiment une tranche d'histoire française, mais vue de l'intérieur par quelqu'un qui l'a vécu. Absolument. Et ce manuscrit, c'est beaucoup plus qu'une simple autobiographie, en fait. C'est une véritable fenêtre sur tout un siècle de changements. Ah oui. Ben oui, l'immigration italienne, tu vois, ceux qui fuyaient la misère, le fascisme, l'occupation allemande, l'après-guerre, l'évolution du monde ouvrier. Hmm. Et surtout, le parcours d'une femme, son quotidien, sa carrière dans une grande institution comme la Poste, qui, elle aussi, était en pleine transformation. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de suivre un peu le fil de cette vie très riche, d'en extraire les moments clés, les défis, les réflexions qu'elle partage elle-même. C'est ça, une immersion, quoi. On va essayer de comprendre ce qu'elle a vécu. Et ça démarre fort dès l'enfance. Elle est née en 1937, fille d'immigrés italiens. Ses parents géraient une cantine pour les mineurs, polonais et italiens, dans l'Est. Oui, un milieu très modeste, hein, très laborieux. Elle décrit des parents qui bossent sans arrêt, vraiment. Et la guerre arrive très vite dans ce tableau. Ah oui. La cuisine réquisitionnée par les Allemands, le père qui part au STO, le service du travail obligatoire, c'est le quotidien du rationnement, les chants pour Pétain à l'école, mais aussi des moments de peur. Elle raconte une anecdote assez dingue, non? Ah oui, incroyable, celle de la broche. À 6 ans, elle a une broche, un petit coq, bleu, blanc, rouge, et elle est toute fière. Oui. Elle va la montrer à une sentinelle allemande. Le soldat, bon, il la regarde avec mépris, et elle, du haut de ses 6 ans, elle lui lance Scheiß, et elle détale, morte de peur. Incroyable. Ça montre déjà un sacré caractère, hein. Carrément. Et ça dit beaucoup de l'ambiance de l'époque, de cette confrontation, même pour une enfant. Tout à fait. Elle raconte une anecdote terrible sur un prisonnier russe qui est maltraité sous ses yeux. Des images qui marquent à vie. Et puis la fin de la guerre, c'est le soulagement. Le souvenir du premier pain blanc, ça la marque à vie. L'arrivée des Américains, le chewing-gum, le chocolat. Un autre monde. Oui, il y a un contraste énorme avec le départ très silencieux, un peu inquiétant des prisonniers russes qui étaient logés près de chez eux. Après la guerre, c'est une nouvelle phase. Elle se décrit un peu comme un garçon manqué. Elle s'occupe des enfants des nouvelles familles de mineurs qui arrivent. Oui, italien, polonais. Et elle découvre la lecture grâce à une institutrice. Elle insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs. Sur le rôle des instits. Exactement. Sur le rôle crucial de ces enseignantes pour l'intégration des enfants d'immigrés, pour leur apprendre le français, c'était fondamental. Et puis, changement de décor en 49. Déménagement à Nancy. Oui, les parents quittent la cantine, ils reprennent un hôtel-restaurant. Pour Liliane, c'est un choc. La ville, après la liberté de la campagne, c'est pas facile. Mais ça s'accroche à l'école. Elle réussit même très bien, au point qu'on lui propose d'entrer au collège, ce qui n'était vraiment pas courant pour une fille d'ouvrier émigrée à cette époque. Mais voilà, le rêve ne dure pas longtemps. Non, dès 14 ans, elle doit aider au restaurant familial après les cours. C'est épuisant. Elle raconte qu'elle fait ses devoirs très tard le soir. Et finalement, elle quitte le collège. Oui, contre l'avis de ses professeurs. Pour aider ses parents qui sont plus tout jeunes, elle devient un peu la comptable de la famille. Elle se sent un peu liée, un peu étouffée, loin de ses envies de littérature. C'est un parcours assez typique pour les filles de ce milieu à cette époque, j'imagine. Oui, le devoir familial qui prime. Ensuite, elle travaille pour sa sœur dans un autre restaurant. Une vie un peu monotone, dit-elle. Sa seule évasion, c'est le transistor, Brassens, Brel, et le cinéma. Et un grand moment, la mer. Ah oui? Sa première vraie vision de la mer à 20 ans. Elle va à Toulon, elle a payé le voyage avec ses pourboires, et puis elle rencontre son futur mari. Un mineur de fer. C'est ça, elle se marie, elle a une fille, un bonheur familial simple, mais ça va vite se compliquer. Oui, il y a des deuils. Sa mère meurt assez jeune. Elle a 22 ans, oui. Et puis l'instabilité à cause du travail du mari. La mine de fer ferme, et là, il y a des manifestations, c'est dur. Et ils doivent déménager plusieurs fois. Oui, d'abord Valenciennes, pour un stage dans les mines de charbon. Puis l'Auvergne, dans une mine de tungstène, encore plus dangereux d'ailleurs. Elle parle des risques terribles, du métier du mineur, son frère qui est devenu handicapé, des cousins morts à la mine. C'est une réalité très présente. Très difficile. Elle doit faire des ménages pour compléter les revenus.
Elle vit mai 68 de loin, depuis ce petit village, mais elle est touchée par la solidarité des paysans qui aident les mineurs en grève. Et finalement, en 1970. Le mari trouve un poste dans la sidérurgie, à Neuve-Maisons, ils achètent un coron, une petite maison de mineurs, typique, mais en mauvais état, il faut la retaper. Et là, il faut absolument qu'elle travaille. C'est le moment où la poste entre dans sa vie. Exactement. C'est sa belle-mère qui lui parle d'un poste. Et elle devient porteuse de télégrammes. Ça paraît fou aujourd'hui, ce métier, hein. Et ça nous plonge direct dans l'ambiance de la poste de l'époque, surtout dans une ville ouvrière comme Neuve-Maisons. Elle explique, elle avait une sonnette spéciale chez elle. Quand ça sonnait, hop, elle devait filer au bureau de poste, prendre le télégramme et le livrer en mobilette. Avec un petit salaire fixe et des compléments pour les urgents, les express. C'est ça. Le bureau, c'était vraiment le cœur du village, quoi. Pour l'épargne, les mandats. Oui, bien sûr, les télégrammes, pour les naissances, les décès, les bonnes ou mauvaises nouvelles, c'était essentiel. Elle décrit bien l'arrière-boutique, l'odeur d'encre, de vieux papier, la salle de tri toute petite. Un travail difficile, j'imagine. Très dur. Dépendre de la météo en mobilette, les pannes, le volume de travail parfois énorme, l'urgence des télégrammes. Elle dit qu'elle a bossé 5 ans sans prendre de congé, hein. Ah oui, quand même. Et les relations avec les collègues, la hiérarchie? Très hiérarchisée. On dit « Monsieur le receveur ». Elle note aussi, avec une pointe d'amertume, un certain mépris parfois de certaines collègues envers les ouvriers, alors qu'elles venaient souvent du même milieu. Intéressant. Mais il y avait aussi de la gentillesse, de l'entraide. Une vraie petite société avec ses codes, ses tensions. Et dans les années 70, sa conscience sociale, elle s'éveille un peu plus? Oui, clairement. Il y a cet épisode des premières vraies vacances en famille, en 75, au Lavandou, un bonheur simple. Et juste après, ils vont faire un tour à Saint-Tropez. Et là, c'est le choc. Le choc total. Le luxe, les yachts, ça la révolte. Elle pense à son mari qui trime à l'usine. Ce contraste entre ce luxe ostentatoire et leur vie de labeur, ça la marque vraiment. Et peu de temps après, un coup dur au travail. Oui, elle perd ses heures de tri, au profit d'une collègue plus ancienne. Elle se sent épuisée, un peu victime d'injustice. Elle tombe malade, elle arrête un peu la poste, fait quelques ménages. Mais elle y revient vite. Oui, à Pont-Saint-Vincent, un bureau voisin, une inspectrice l'aide. Et elle retrouve ce qu'elle appelle l'odeur familière, le plaisir de ce travail, malgré tout. C'est aussi à ce moment-là qu'elle passe à la télé. Ah oui, racontez. C'est en 76. Son mari est menacé de licenciement, les hauts fourneaux vont fermer. Elle est révoltée. Elle écrit à Antenne 2, à l'émission Les Dossiers de l'écran. Carrément. Et hop, il l'invite à Paris. Elle raconte le décalage énorme. Elle arrive avec son petit sac de sport en plastique rouge. On la loge au Royal Monceau, un palace. Elle devait se sentir un peu ailleurs. Complètement. Et à l'antenne, elle parle avec ses tripes. Elle reprend cette image de Saint-Tropez. Elle parle des glaces à l'eau des gens comme elle, face aux yachts des riches. Une intervention très remarquée. Les réactions à son retour sont partagées, mais il y a de la fierté quand même chez les collègues. Ça montre encore une fois sa personnalité, son engagement. Et c'est peut-être ça qui la motive à vouloir évoluer dans la poste. Sans doute. En tout cas, à Pont-Saint-Vincent, l'ambiance est meilleure. Une collègue un peu bourrue, mais sympa, l'encourage à passer le concours d'agent. Et elle le fait? Oui, en 76, elle a plus de 35 ans. Et elle est reçue, elle est nommée à Nancy. Elle devient guichetière polyvalente, téléphone, épargne, mandat, et ça lui plaît. Énormément. Elle adore le contact avec les clients, elle prend le temps d'expliquer les produits, elle développe un vrai sens commercial. On la surnomme Madame Soleil, c'est dire, ça montre aussi comment la Poste commence à changer, à devenir plus commerciale. Mais elle ne s'arrête pas là. Ah non. En 1981, elle vise plus haut. Le concours de contrôleur. Elle se met à bûcher comme une folle. Elle raconte qu'elle révisait les départements, les chefs-lieux, en faisant sa vaisselle. Incroyable cette volonté. Et ça paye. Reçue première de son département. Pour quelqu'un qui a dû quitter l'école si tôt, c'est une revanche extraordinaire. Une belle ascension. Et donc, la voilà contrôleur. Nommée à Neuve-Maisons en 82, là où elle avait commencé avec les télégrammes. Le travail change complètement. Elle est au BO Caisse, le bureau d'ordre caisse. C'est la compta interne, la gestion de l'argent, le calcul des remises des facteurs. Et elle encadre du personnel? Oui, une équipe de facteurs, surtout des hommes. Elle doit trouver sa place, se faire respecter. Et elle y arrive. Les années 80, c'est aussi la modernisation qui s'accélère à la Poste. Tout à fait. Rénovation du bureau, l'informatique qui débarque. Il faut s'adapter. Elle travaille avec une nouvelle receveuse très dynamique.
Elle développe les nouveaux produits financiers, comme les clubs d'investissement. Un travail intense, donc. Très intense. Mais elle dit que ça lui plaît. Elle se voit comme un tâcheron passionné. Pas vraiment carriériste, mais elle aime le travail bien fait, le service client. Mais arrive un moment où elle a envie d'autre chose. Oui, vers 1989. Elle a 51 ans. Une certaine lassitude peut-être. Son mari, lui, rêve déjà de retraite et lui lance un peu en boutade sous les cocotiers. Et là, une opportunité se présente. Une circulaire interne, des postes de contrôleur à pourvoir, en Guyane. Ah ouais? Hmm. Le grand écart. Sur un coup de tête, elle postule pour Cayenne. Le mari dit oui tout de suite pour les cocotiers. Les filles sont plus mitigées. Et quelques mois plus tard, c'est accepté. Le grand départ. Fin 89, début 90. Oui, janvier 90. C'est le saut dans l'inconnu. Elles racontent leurs inquiétudes avant de partir, les serpents, les moustiques, et la grande question, est-ce qu'on trouvera du camembert? La question essentielle. Et l'arrivée, un choc. La chaleur écrasante, l'humidité, la pluie torrentielle, les moustiques partout, les zinziens, comme ils disent là-bas, ces petites mouches piqueuses. L'accueil des collègues créoles est un peu distant au début. L'adaptation est rude. Le bureau de Cayenne est énorme, 140 personnes. Elle est à la caisse principale, elle gère des sommes folles, supervise 16 guichets. Le boulot est monstrueux. Et elle se sent un peu sous-estimée? Oui, elle trouve que sa classification n'est pas à la hauteur de la charge de travail. Et paradoxalement, c'est une grève peu après son arrivée qui va l'aider à s'intégrer. Comment ça? Mais pendant 15 jours, le travail est désorganisé, mais l'ambiance est plus détendue, plus festive. Ça lui permet de mieux connaître ses collègues guyanais, leur façon de travailler plus cool, dit-elle, même si le rythme à la caisse reste infernal. Elle se prend aussi de passion pour la philatélie locale. Même si ça n'intéresse pas grand monde là-bas. Mais au-delà du travail, il y a la découverte du pays. La Guyane. Elle est émerveillée. La beauté de la nature, le soleil, la mer, la forêt, les fleurs, les excursions, le camp des forçats, les balades en pirogue sur le Maroni, l'Oyapock, la rencontre avec les communautés Saramakas, Hmong, le carnaval aussi. Une immersion complète. Oui. Elle reste combien de temps finalement? Plus de 8 ans. Mais la charge de travail à la caisse, ça devient vraiment trop lourd. Elle alerte, elle demande de l'aide, des renforts. Et elle n'est pas entendue. Elle a ce sentiment, oui, que sa hiérarchie ne mesure pas la difficulté. Et c'est ça qui la décide à partir à la retraite. Elle quitte la poste en mai 1998. Oui, à 61 ans, après 28 ans de service, un départ un peu amer à cause de ça. Elle sent qu'elle ne peut plus continuer comme ça, même si ça impacte un peu sa pension. Et l'ironie, c'est qu'elle apprendra plus tard... Qu'il y a eu des moments forts après son départ. Exactement. C'est rageant, hein? Ah oui. Elle décrit sa dernière journée avec émotion, la fin d'un très long chapitre de sa vie. Elle réalise toutes les évolutions qu'elle a connues. Incroyable, oui. La fin des télégrammes qu'elle livrait en mobilette, l'arrivée d'Internet, bientôt l'euro. Elle voit la poste qui bouge, comme on disait, face à la concurrence. Et elle a cette réflexion sur les tâcherons. Oui, elle insiste là-dessus. L'importance des tâcherons, des sans-grades, comme elle dit. Ceux qui font tourner la boutique au quotidien, souvent dans l'ombre des technocrates, des stratèges. C'est un peu un plaidoyer pour reconnaître ce travail de terrain. Après la Guyane, elle revient en Lorraine. Oui, dans son Coran, qui a changé, lui aussi. Le déclin industriel est passé par là. Mais elle ne reste pas inactive. Elle n'oublie pas d'où elle vient. Non. La retraite la ramène en Lorraine. Là, elle constate les changements. La désindustrialisation qui a frappé fort, les petits commerces qui ferment. Mais elle reste active. Chorale, gym, bénévolat au Resto du Cœur. Et elle réalise un vieux rêve. Retourner en Italie, sur les traces de ses grands-parents. Elle garde aussi le contact avec la Poste. Elle passe voir les anciennes collègues. Avec une certaine nostalgie. Oui, elle conclut un peu comme ça. La Poste, c'était le bon temps. Finalement, ce récit, c'est une leçon de vie incroyable, non? De résilience, d'adaptation. Absolument. Et c'est aussi un témoignage précieux sur l'évolution du travail, surtout pour les femmes, sur la transformation d'un grand service public comme la Poste, et sur cette recherche de sens, de reconnaissance dans son travail, même quand c'est dur. Tout à fait. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est ça. L'histoire de la France ouvrière, minière, vue de l'intérieur. L'évolution concrète des services postaux, du télégramme à l'informatique. Son mot de la fin est d'ailleurs assez ambivalent, teinté de cette nostalgie. La Poste, c'était le bon temps. Quelle trajectoire quand même. De cette enfance en Lorraine minière, marquée par la guerre, l'émigration, Oui. à cette retraite active après une carrière incroyable qui l'a menée jusqu'en Guyane, en vivant toutes les transformations de la Poste de l'intérieur.
La vie de Liliane Dallet, c'est vraiment une chronique incarnée du XXe siècle français. Podcast en images, la nouvelle émission sur TV Néo, la